Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous assurez ne pas avoir de mémoire, ce qui ne vous empêche pas de défendre ardemment une langue française qui risque de disparaître de la mémoire des futures générations. Bonjour Frédéric Vitou. Bonjour. Alors, vous êtes romancier, on va parler de votre parcours. Vous publiez longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers, c'est Grasset, un livre qui est un peu vos mémoires, on va en parler justement. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous découvrir, de vous connaître à travers des dates clés. Or, l'écrivain que vous êtes a un public, mais tout le monde ne vous connaît pas, donc on va essayer de vous découvrir aujourd'hui à travers ces dates clés. La première, c'est le 22 octobre 1973. C'est une émission de télévision dont voici le générique. Ouvrez les guillemets. Il y a un reportage où vous présentez des cartes postales pour votre premier livre, je crois. Premier roman. Voilà. Et ça s'appelle Carte postale, et c'est des cartes qui étaient toutes reçues par la même jeune fille. Vous vous en souvenez de ce soir-là ? Oui, très bien, très bien. C'était en fait, c'était une émission qui avait été partiellement enregistrée chez moi par André Bourrin, qui travaillait à l'époque pour Bernard Pivot. André Bourrin, qui était le mari de Jeanne Bourrin, voilà, c'est la romancière. Voilà, oui. Exactement. Et c'était une période où je connaissais pas du tout le monde littéraire et où je vivais un peu sur un nuage. Parce que quelques mois plus tôt, j'avais publié ma thèse de doctorat de lettres qui était consacrée à l'écrivain Céline, et un ami qui était à l'époque directeur commercial de Gallimard, qui était Bernard Fixot, qui est devenu après un éditeur un peu, de livres, un best-seller, ça, l'avait pris. Et on m'avait annoncé qu'elle était parue dans la collection Les Essais chez Gallimard. Je dis, c'est pas possible, Les Essais, c'est la collection où peut avoir Sioran, Sartre, Merleau-Ponty, Freud. Et elle était parue, et il m'avait pris aussi un roman que j'avais écrit pour m'amuser, qui était un jeu littéraire, et il l'avait embarqué. On me dit, ça va apparaître dans la collection blanche. Et en l'espace de quelques mois, sort coup sur coup ma thèse de doctorat sur Céline, qui était le premier travail universitaire jamais fait sur Céline en France, et un premier roman qui était un jeu littéraire à partir, vous l'avez dit très justement, de cartes postales qui avaient été rassemblées, probablement collectionnées par une jeune fille et une famille. Et je ne sais pas pourquoi cette collection avait été donnée à ma femme. Et je me suis amusé à faire un jeu littéraire en réinventant des histoires, en étalant les cartes comme une réussite en quelque sorte, en passant à l'action des différents lieux décrits et en m'inspirant des correspondances très laconiques des rédacteurs des lettres, cartes postales. Les cartes postales, on sait aujourd'hui que les premières datent d'Autriche, datent de 1865. Ce sont les Autrichiens qui ont imposé la carte postale en Europe bien avant les Français. Et ça a mis des années parce que la Poste n'en voulait pas au départ. Ah, c'est amusant, je l'ignorais, vous voyez, bravo. Alors, vous êtes né à Vitry-aux-Loges. Alors, Vitry-aux-Loges, d'après mes calculs, vous êtes la seule personnalité de cette commune qui soit devenue célèbre. Et vous êtes devenu ensuite à Paris. Vous avez fait le lycée Charlemagne, qui n'est pas votre meilleur souvenir parce que vous étiez plus proche de Bécaud que de Léo Ferré par rapport aux autres élèves, Frédéric Vitou. Oui, c'est vrai. Sur Vitry-aux-Loges, d'abord, je suis peut-être la seule personnalité de Vitry-aux-Loges, mais il y a quand même une actualité. C'est là où a été arrêté, dans ce village de Vitry-aux-Loges, tous les membres d'Action Directe, des années plus tard. Oui. Oui. Donc, il y a eu... Et je me souviens que je passais à l'étranger et le douanier voyait né à Vitry-aux-Loges et on ne parlait que de ce village à cause d'Action Directe. Et donc, il me regardait presque avec méfiance. En effet, j'étais bizarre parce que, oui, j'aimais bien Léo Ferré, mais j'aimais Bécaud. Et ça faisait plouc d'aimer Bécaud. Vraiment, tout le monde aimait Léo Ferré, Brassens, c'était normal, c'était bien, et c'était très bien, Léo Ferré et Brassens, évidemment. Mais aimer Bécaud, j'ai toujours eu le sentiment que les gens autour de moi me regardaient avec des grands yeux, comme si c'était un peu tarte, comme on disait à l'époque. Mais cela dit, je n'ai pas de mauvais souvenirs de Charlemagne ou de Meurant. Voilà. Mais vous avez fait des études très particulières puisque vous avez aussi bien présenté l'école de cinéma Lidec que vous avez fait maths sup, vous avez fait ensuite la Sorbonne. C'est très varié comme étude, Frédéric Vitou. Oui, c'est très varié. En fait, mon père rêvait que je fasse l'école navale. Il n'avait pas pu le faire pour des raisons multiples. Et il m'avait inscrit, après mon bac Mathélem, car j'étais dans la famille, mes parents m'avaient programmé comme le matheux de la famille. Mon frère aîné était plutôt le littéraire, qui a fait des études d'avocat. Et donc, j'ai fait Mathélem et j'étais inscrit au lycée de Brest pour préparer maths sup. Et cette année-là, peut-être j'avais bien choisi mon échec, si j'ose dire,
j'ai pas réussi ma TLM. Alors j'ai redoublé ma TLM, et là, j'étais plus question de l'école navale, que j'avais rien contre l'école navale, mais enfin, j'avais pas la vocation. Et j'ai commencé, en effet, une classe de mathématiques supérieures, toujours au lycée Charlemagne. Et puis, un jour, peut-être 4 mois ou 5 mois après mes débuts en classe de mathématiques supérieures, un jour, je me suis pas réveillé. Je me suis pas réveillé. Et je vois, mes parents me voient à 11 h du matin, un petit tubant, je dormais. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas en classe? Et je dis non. Et puis finalement, je vais arrêter. Il me dit, mais t'es fou, pourquoi? Je veux faire du cinéma. Mes parents, je m'attendais à un séisme, un tsunami de colère. Pas du tout. Mes parents, au fond, étaient assez gentils, quoi. Beaucoup plus, j'avais tort de les craindre, en fait. Et ils m'ont dit, ah bon, tu veux faire une école de cinéma? La magie, il y a une école qui s'appelle l'IDEC, elle est très sérieuse, très bien. Et mes parents ont rencontré un professeur qui préparait, il y avait une classe préparatoire au lycée Voltaire, et ce professeur, qui s'appelait Henri Agel, qui était un grand historien du cinéma, a dit, mais qu'il fasse d'abord une propédeutique lettres, avant. Alors, j'ai fait une propédeutique lettres, j'ai préparé l'IDEC, ça a été une année formidable. C'est pour dire, l'année qui a conditionné ma vie, si je puis dire, c'est l'année de préparation du concours de l'IDEC au lycée Voltaire, où là, j'ai découvert que la littérature, que le cinéma, c'était pas, enfin surtout la littérature, c'était pas ce qu'on apprenait à l'école, mais c'était la vie, c'était la passion. On s'engueulait pour ceux qui préféraient Verlaine à Rimbaud. C'était des bagarres comme ceux qui préféraient René Clair à Jean Renoir, ceux qui préféraient le plan séquence au montage serré, etc., etc. Et ça a été une année de bonheur fou. On peut dire que cette préparation de l'idée que j'ai raté de peu le concours d'ailleurs, mais peu importe, cette année-là était l'année décisive de ma vie, et je crois que c'est cette année-là, entre autres choses, qui a conditionné ma passion pour la culture, le cinéma. J'ai travaillé comme assistant un peu, comme chose. Puis j'ai fait de la critique de cinéma pendant longtemps, mais aussi la littérature et le goût de la littérature. Et il s'est passé justement, grâce à la littérature, bien d'autres choses. On en parle dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, le 13 décembre 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Vitou. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Frédéric Vitou. Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers, c'est votre nouveau roman. On va parler tout à l'heure de ce livre, mais on revient à une date clé pour vous, le 13 décembre 2001. Il est à peu près 15h45 et vous recevez un coup de téléphone qui vous bouleverse. Eh oui, et tout simplement parce que ce jour-là, c'était un jour d'élection à l'Académie française. Je m'étais présenté au fauteuil de Jacques Laurent et j'attendais le verdict. Pendant longtemps, j'y ai pas trop cru, j'ai pas fait trop attention à cette candidature. J'y avais été incité, je lui ai ensuite toujours reconnaissant, à me poser candidat par Hélène Carrère d'Ancos. Elle savait que les amis de Jacques Laurent à l'Académie française, c'est-à-dire Michel Déon, Michel Mort, Félicien Marceau, m'aimaient bien. Elle pensait que j'avais le profil pour me présenter, elle pensait que j'avais des chances, elle s'est bien battue pour favoriser ma candidature, et j'ai accepté cette candidature, bien sûr, et je reviendrai dans un instant en vous disant pourquoi. Mais j'y attachais pas trop d'importance. À l'époque, je travaillais au Nouvel Observateur, et le jeudi matin, j'avais été à la conférence de rédaction du service culturel du Nouvel Obs, sans parler à personne de ça. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Et la pression a commencé à monter à l'heure du déjeuner, si bien qu'à 3h30, 3h40, quand le téléphone a sonné, j'avais une angoisse telle que j'ai dit à ma femme, non, sois gentil, réponds. Elle me dit, ah non, c'est toi qui t'es présenté, on me dira rien, tu dois répondre. On a discuté pendant comme ça quelques secondes, et puis j'ai fini par décrocher, et j'ai eu au téléphone le directeur de cabinet de l'Académie française, qui m'a dit, Frédéric Vitou. Je dis oui. Bon, alors j'ai le grand plaisir de... Et il m'a annoncé que j'étais élu. Voilà. Alors que, encore une fois, j'insiste, personne n'était au courant, ni mon éditeur, ni les journaux où je collaborais régulièrement. Et pourquoi? Et là, parce que, par timidité, car je craignais un échec, et je disais, bon, si je reçois une paire de claques dans la figure, ou si on me ferme la porte au nœud, c'est pas la peine de le claironner avant à tout le monde. Et voilà, parce que j'ai toujours été, au fond, assez timide. Et là... Je vais faire un aveu, j'ai failli pleurer. J'étais au bord des larmes, non pas par l'émotion de cette élection, mais par le fait que des années durant, dès le moment où j'ai publié mon premier livre, mon père, qui était un rêveur colérique, si je puis dire,
mais qui était aussi un homme qui aimait les châteaux en Espagne, m'a toujours dit « Quand tu seras à l'Académie française, ce qui ne saurait tarder, ajoutait-il, mais c'était un rêve, comme on dit à un gamin qui s'engage dans l'armée quand tu seras maréchal de France. » Naturellement, il n'y croyait pas. Mais c'était un rêve pour lui, c'était la consécration suprême. C'était pas d'avoir le prix Goncourt, un prix c'est un peu vulgaire, ça peut être des malentendus, puis on l'oublie l'année suivante, ou 2 ans, ou 3 ans après. Non, pour lui, le sommet de la réussite, c'était l'Académie française. Et mon père était mort 6 ans plus tôt. Mais j'avais tellement été marqué, lui qui avait connu des difficultés dans sa vie, des échecs, des épreuves, par le fait que c'était son rêve pour son fils, que l'une des raisons, il y en a d'autres bien entendu, mais l'une des raisons pour lesquelles je me suis présenté, c'est de dire qu'est-ce que mon père aurait été heureux si la conjoncture était favorable, si les astres étaient bienveillants, en bref, si j'étais élu. Et j'ai pensé à lui et j'étais bouleversé. Et je ne pensais pas, en effet, vous avez raison, que ça marquerait ma vie profondément. Pour des tas de raisons, quoi. Pour des tas de raisons. D'abord, la qualité des amitiés que je m'y ferais. La vie académique qui me passionne, le travail sur les mots. Et aussi, mais ça, j'y suis pour rien. Ça n'a pas tellement changé ma vie d'écrivain, ça n'a pas tellement changé ma vie de tous les jours, mais je mesure que ça a changé le regard que les autres ont sur moi. Alors, vous succédez à Jacques Laurent. Moi, je viens de Jacques Laurent, passant ses après-midi à la Brasserie Lippe entre 2 livres. Brasserie Lippe, d'ailleurs, je crois qu'il y a une tradition pour les académiciens, c'est qu'on se retrouve à la fin de l'élection et le nouvel élu offre un verre aux autres académiciens. Ah bah, écoutez, là, non, parce que... Enfin non, je ne sais pas, mais là, je ne connais pas cette... Elle existe à l'Académie des Beaux-Arts. À l'Académie des Beaux-Arts, mais pas à l'Académie française, parce qu'en général, l'usage veut que le soir d'une élection, en effet... l'académicien reçoive ses confrères qui sont venus le féliciter, ou s'il a été battu, ses confrères qui l'ont défendu et qui viennent le consoler, en lui disant peut-être la prochaine fois ça marchera. Souvent, ces vers sont souvent chez l'éditeur, quand l'éditeur est au courant, bien sûr. Moi, personne n'était au courant, donc j'avais mis dans le doute quelques bouteilles de champagne au frigidaire chez moi, et quand on m'a demandé « mais vous recevez où ?» Bah, j'ai dit, écoutez, venez chez moi. Et voilà. Et Maurice Druon, qui avait beaucoup d'humour, m'avait dit, Frédéric, vous allez voir, c'est très curieux, mais c'est une règle absolue. Les premiers académiciens qui arrivent, c'est toujours ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est les premiers à venir vous féliciter. Vous verrez, regardez, je suis sûr que c'est ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et je pense qu'il avait raison. Quand je ne citerai pas de nom, bien entendu, mais je pense que les 2 premiers qui sont venus étaient des gens qui sont devenus par ailleurs des très proches amis. Des gens que j'aime beaucoup. Mais voilà. Et donc, je n'ai pas reçu chez Lippe. Non, je n'ai pas partagé de repas chez Lippe. Bon, partagé des repas avec quelques amis intimes, dont Michel Déon d'ailleurs, qui était là. Mais c'était pas chez Lippe. Ben justement, Michel Déon, on va entendre sa voix. Le directeur de François, qui était Hervé Mille, cherchait quelqu'un... Car c'est lui qui vous a reçu 2 ans plus tard, Académie française, un moment d'émotion. Michel Déon, d'ailleurs, on a fait toute une histoire il n'y a pas longtemps, parce qu'il vivait en Irlande, et on a refusé, et on ne sait même pas si l'histoire est définitivement réglée, qu'il soit enterré à Paris. Oui, ça a été assez choquant, en effet. C'est quand lui qui était né à Paris, dont la fille habitait Paris, qui était parisien de naissance, observant une règle stricte, Madame Hidalgo n'a pas jugé souhaitable qu'il y ait une sépulture pour lui. Alors, il y a eu une telle levée de bouclier, un tel scandale dans la presse, et pas seulement la presse de droite qui aurait pu être sympathisante de Michel Déon, mais toute la presse en général, qu'elle a fait machine arrière, elle a dit non, c'est un malentendu, et finalement, elle a donné un accord pour qu'il y ait un emplacement au cimetière Montparnasse. Voilà. Alors, vous avez reçu ensuite des académiciens, parce que c'est la règle. Il y a eu Jean-Loup Dabadi, Michael Edwards. Et il y a toujours une tradition qui est le discours de réception. Il faut faire l'éloge de celui qui entre, de celui qui... Bien sûr. Alors, dans mon cas, moi, ce qui était très émouvant, c'est que Michel Déon, qui m'a reçu, très chaleureusement, avait reçu quelques années plus tôt Jacques Laurent. Et parce que Jacques Laurent n'était pas resté très longtemps, il était mort assez tôt. Donc Michel Déon avait reçu au fond 3 personnes. Celle à qui je dois d'être élu parce qu'elle m'a tendu la main et m'a encouragé à me présenter. Sans elle, je ne serais pas à l'Académie. Je n'aurais jamais eu l'outrecuidance de me présenter. C'est Hélène Carrère d'Encausse. Michel Déon a reçu Hélène Carrère d'Encausse. Puis il a reçu Jacques Laurent
Et enfin, il m'a reçu, moi, succédant à Jacques Laurent. Donc c'était très, très émouvant. Alors, le jeu des discours, c'est assez curieux parce que, au fond, c'est des discours assez paradoxaux, puisque, d'abord, la personne qui est élue fait l'éloge de son prédécesseur, que parfois il connaît très mal, hein, c'est parfois un hasard qui succède à X ou Y, et il fait l'éloge de son prédécesseur en racontant qui il est à des gens qui, eux, le connaissent très bien. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas forcément bien un sujet, voilà. Et puis par ailleurs, quand l'académicien reçoit un nouvel élu, il s'adresse à lui, monsieur, en lui racontant sa vie, qu'en général, le nouvel académicien connaît mieux que lui. Donc à chaque fois, on a un rapport où celui qui fait le discours connaît moins bien le sujet que celui à qui il s'adresse. C'est assez drôle. Mais dans le cas de Jacques Laurent, ce qui était assez émouvant pour moi, c'est non seulement j'avais beaucoup d'admiration, évidemment, pour l'écrivain qu'il était, pour la forte personnalité qu'était Jacques Laurent, mais que quand j'avais fait mes débuts littéraires, mon premier roman dont vous parliez tout à l'heure, Carte postale, j'avais reçu un prix. Enfin, j'avais eu la chance d'avoir Raymond Queneau qui avait bloqué sa voix au Goncourt sur moi, même si je n'avais aucune chance, bien entendu. Ce qui m'a permis d'avoir un prix de consolation, mettons, qui s'appelait le prix des 4 jurys. Et à ce jury, du prix des 4 jurys qui était remis au Maroc, il y avait Jacques Laurent. Et moi, j'arrive au Maroc, à Marrakech, où était remis ce prix, et il y avait cet homme, Jacques Laurent, qui m'a tendu la main. Je me souviens, il m'a entraîné le soir dans sa chambre d'hôtel jusqu'à 3 heures du matin pour discuter, et j'étais émerveillé qu'un écrivain aussi important que Jacques Laurent, qui n'était pas à l'Académie française à cette époque-là, qui n'avait même pas encore reçu le Goncourt, je crois, mais tend la main à un très jeune écrivain, lui parle, s'intéresse à lui. Et c'était exaltant. Alors, ce qui est étonnant aussi, et ce qui est important, c'est que vous êtes l'un des défenseurs de notre chère langue française de l'Académie. Et ça, c'est un travail quotidien et des angoisses, parce que la langue française, elle est en train de disparaître aujourd'hui. C'est-à-dire que le franglais fait beaucoup de mal à la langue française. Moi, j'ai encore quelqu'un au téléphone l'autre jour qui m'a demandé de faire, non pas une interview, c'est déjà anglais avec quelqu'un, mais un phoneur, c'est-à-dire un coup de téléphone. Ah oui. Ça, on en est là. Ah bah, je la connaissais pas, le mot. Ça, vous faites bien de me le dire, on va le signaler dans les incongruités de la langue. Bah oui, si vous voulez, en fait, l'Académie a 2 missions. Essentiellement, la première et celle qui est fondatrice, qui justifie de sa création, c'est la défense de la langue française. De prendre acte de ses évolutions. Si on travaille la 9e édition, et donc la 9e édition n'est pas la même que la première de la fin du XVIIe siècle, évidemment. Et puis la deuxième, c'est l'encouragement à la création littéraire par un certain nombre de prix. Nous parlions de Michel Déon. Michel Déon, lui, s'intéressait moins à travailler au dictionnaire, à travailler à la défense, mais il s'intéressait beaucoup, lui, à la défense des jeunes écrivains. Je ne savais pas que c'était lui, mais quand j'étais un très jeune écrivain, je n'avais pas d'argent, et je recevais des petits prix de l'Académie française. Je ne savais pas d'où ils venaient. Et c'est que seulement bien des années plus tard que j'ai appris, c'était à Jacques Laurent que je devais ça. Alors, si vous voulez, pour la langue française, il y a 3 problèmes. D'abord, un problème de l'éducation, qui fait qu'aujourd'hui, le bagage des jeunes gens qui parlent le français, un appauvrissement effrayant du vocabulaire, mais cauchemardesque du vocabulaire, une grammaire approximative. Donc, il y a une carence effrayante au niveau de l'enseignement. Et Georges, on a dîné il y a quelque temps avec Jean-Michel Blanquer, qui est parfaitement conscient du problème et qui essaye, c'est pas facile, hein, d'essayer de corriger cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, en effet, c'est l'invasion des termes anglais, de tout ça, de toute cette facilité-là qui est effrayante. Voilà, donc ça, c'est les raisons de se battre et de se battre vigoureusement, et on fait tout ce qu'on peut pour se battre. Et puis, si on veut une toute petite raison d'espérer, quand même, c'est que malgré toutes ces atteintes, malgré toutes ces offenses que subit la langue, et quand je parlais des jeunes, c'est pas seulement les jeunes. Un de mes illustres confrères, le président Valéry Giscard d'Estaing, me disait qu'il était affolé quand il était au Conseil constitutionnel de voir l'évolution des projets de loi qui arrivaient au Conseil constitutionnel. Autrefois, les lois étaient bien conçues, en 3-4 pages maximum. Tout était bien résumé. Aujourd'hui, les jeunes énarques qui rédigent les projets de loi délayent sur 10 pages, se répètent, n'ont aucun sens de la langue, de la concision et de la clarté de la langue, même au niveau de l'ENA. Voilà. Mais la raison d'espérer, c'est quand même que la langue française reste la 5e langue la plus parlée dans le monde, quand même, c'est pas si mal, que les projections avec l'explosion démographique de l'Afrique va multiplier par 3 le nombre de locuteurs d'ici les 60 ans,
et que le français, malgré tout, et l'espace francophone, est plutôt en augmentation qu'en diminution. Mais ça n'empêche pas les problèmes de fond qui sont tragiques et que vous soulignez à bon droit. En tout cas, merci de nous donner cette note d'espoir. On va continuer à parler de vous et surtout de votre livre dans quelques instants à travers une autre date, le 29 janvier 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Vitou. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Vitou. On a raconté vos débuts de romancier, on a raconté votre arrivée à l'Académie française et votre défense de la langue française. Maintenant, on arrive au 29 janvier 2020, un livre qui sort longtemps. J'ai donné raison à Ginger Rogers, un livre chez Grasset, qui c'est plus vos mémoires qu'un roman cette fois-ci. Et la mémoire, d'ailleurs sans mémoire, ce qui est assez étonnant. Oui. C'est la première fois de ma vie, il était temps, peut-être à 75 ans, que j'ai écrit un livre à la première personne, sans même des biais indirects pour parler de moi, ce que j'avais fait parfois dans des livres précédents. Et là où je me livre sans prétexte, sans masque, sans rien. C'est un livre un peu bizarre parce que, pour moi, mais je crois pour beaucoup d'écrivains, mais moi je le reconnais en tout cas, je suis incapable d'écrire un livre chronologique, le récit de ma jeunesse, de ma vie. Je peux pas. Je n'arrive pas à retrouver les fils des histoires. Tout s'échappe, tout m'échappe. Et je crois que pour beaucoup d'écrivains, c'est possible, mais c'est peut-être la même chose. Mais eux, même s'ils mentent, et ça donne parfois les plus beaux livres du monde, comme Les Mémoires d'Outre-Tombe, par exemple. Je suis sûr que la moitié des trucs sont faux, sont réinventés, sont refantasmés, mais ça crée un des plus beaux livres de la langue française et de la littérature française. Ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, de manière un peu surprenante, c'est une sorte de vagabondage très libre à partir de grumeaux de souvenirs qui, dans la débâcle de ma mémoire, sont restés, et qui sont appelés à eux, bizarrement, par un mot, un terme, par exemple pomme mousseline, opus 111, ou par des expressions. Et comme si ces mots, ces expressions, ces formules que j'avais permettaient d'agglutiner des souvenirs. Donc c'est une sorte de vagabondage apparemment désordonné, qui est venu comme ça, comme si je tirais une ficelle et puis je voyais ce qui arrivait, comme si c'était des gros poissons, des petits poissons, si c'était à telle époque et à telle autre, et de manière à la fois non violente, plutôt tendre, faisait ressurgir, parfois, mais ça m'étonnait même que je m'en souvienne, des moments un peu clés de ma vie. Alors, le titre, longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers. Ginger Rogers, pour s'en souvenir, ça a été la danseuse aux côtés de Fred Astaire. Il faut savoir que Fred Astaire avait une compagne au départ de scène qui s'appelait Adèle. Puis un jour, il fait un essai avec Ginger Rogers dans Crazy Girl. Et puis Adèle s'en va et Ginger Rogers va arriver. Ça va pas être simple parce qu'il est hyper exigeant, mais c'est en même temps un couple mythique. Formidable. C'est vrai qu'il a martyrisé par son côté Ginger Rogers, mais il a fait d'elle une grande star et une danseuse sublime, quoi. Le couple Ginger Rogers-Fred Astaire dans la fin des années 30 ou années 40, c'est incroyable, quoi. Et il paraît même en Amérique que lorsqu'on a annoncé la séparation du couple Fred Astaire-Ginger Rogers, c'était le jour de Pearl Harbor. Et pour les Américains, ils se demandaient quelle était la plus grande catastrophe, si c'était la séparation du couple Fred Astaire-Ginger Rogers ou le bombardement de la flotte américaine dans le Pacifique par les Japonais. Alors, le titre de ce livre de mémoire, Frédéric Vitou, est lié à Ginger Rogers parce que c'est une réplique dans un film qui vous a marqué. Oui. Alors, c'est un titre un peu malicieux et totalement énigmatique jusqu'à la page 280 ou je ne sais pas, ou 260 du livre. Pourquoi ? C'est que dans les souvenirs que j'ai de ma famille, ma mère était très marquée par l'argent. Mon père avait eu des difficultés, avait tout perdu après la guerre, avait dû recommencer des travaux comme travailleur indépendant dans les relations publiques, et il y avait toujours l'angoisse de ne pas pouvoir finir les mois, il fallait serrer la ceinture, tout ça. Donc ma mère était obsédée par l'argent, et comme beaucoup de personnes d'origine, disons, de petite, moyenne bourgeoisie, elle voulait paraître. Et ce qui était très important pour elle, c'est paraître ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire une femme de la bonne bourgeoisie, la bonne société. Et elle ne le faisait pas tellement par snobisme que pour ses enfants.
Elle voulait que ses enfants aient des relations. Mon frère était avocat ou apprenti avocat, qui connaisse des mondes, qui intègre un beau cabinet, que ma sœur fasse un beau mariage. Et toute sa vie, ma mère a été obsédée et m'a marqué par ce souci de paraître. Et au fond, il y a eu ce problème que je me suis posé, enfin, j'y pense maintenant, mais je ne me l'étais pas posé à ce moment-là de manière intellectuelle. C'est les gens riches. Ma mère voulait paraître riche. Est-ce que les gens riches étaient des gens comme nous ou des gens à part? Alors, les deux me sont apparus aussi vrais l'un que l'autre. C'est-à-dire, alors pourquoi le titre longtemps j'ai donné raison à Ginger Rogers dans un film, parce qu'elle n'a pas tourné que des comédies musicales. Après la rupture avec Fred Astaire, elle a tourné aussi des films dramatiques, et avec beaucoup de talent du reste. Et dans un de ses films, qui est une comédie la fin des années 30, qui s'appelle La fille de la 5e avenue, elle fait le rôle d'une pauvre fille un peu perdue, et qui est recueillie plus ou moins par un très riche américain, mais qui est un brave type, qui a inventé une pompe à chaleur, je sais pas, une pompe hydraulique, il a fait fortune, et voilà. Et ce type est gentil, sympathique, sa femme, ses enfants le prennent pour un crétin, un plouc, comme on dirait aujourd'hui peut-être, et lui est très malheureux, et il fait la connaissance de cette fille, et il l'aide, et touché, attendri par ce brave homme, elle lui dit un jour cette phrase, enfin en anglais c'est « Oh, maybe rich people are just poor people with money ». Peut-être que les gens riches ne sont que des gens pauvres avec de l'argent, parce que vous êtes comme moi. Et longtemps, j'ai cru par les amis que j'avais, les familles riches autour de moi, dans le midi de la France, où ma mère et mes parents avaient une petite maison qu'ils avaient fait construire, mais avant la guerre, c'était ça. Bon, les gens riches sont des gens pauvres avec de l'argent. Et puis à un moment donné, j'ai pensé un peu le contraire. Et là, le modèle pour moi, c'est un peu le grand écrivain américain Fitzgerald. Quand il était fiancé puis marié à Zelda, sa femme, qui venait de l'aristocratie du sud des États-Unis, il avait compris que les gens riches étaient une espèce à part. Ils avaient leur code, leur monde, leur langage, leur clé à eux, et qu'ils n'auraient jamais accès à ce nirvana-là. Et donc, voilà, c'est un peu à cause de ma mère et de ses obsessions. Maintenant, ça m'a passé évidemment totalement, mais c'était l'une des clés qui a marqué mon enfance. Alors, votre enfance aussi a été marquée par votre père, et vous en parlez sans détour dans ce livre, Frédéric Vitoux. Bon, il était journaliste au Petit Parisien, l'ancêtre du Parisien d'aujourd'hui, et puis il a eu quelques soucis pendant la guerre, il s'est retrouvé en prison pendant 3 ans. Voilà. D'ailleurs, mon père était journaliste au Petit Parisien avant la guerre. Arrive la débâcle. Il fait la guerre comme tout le monde. Il est démobilisé et il retrouve son poste au Petit Parisien. Beaucoup d'amis à lui disent non, il faut que tu démissionnes. C'est la politique étrangère, je crois. Voilà, exactement. On lui dit qu'on ne peut pas continuer à travailler dans un journal à Paris qui travaille de fait sous le contrôle de la censure allemande. Mais lui, il avait ses amis et puis il était pétainiste. Il pensait qu'il n'y avait pas d'autre solution que de pactiser pour essayer de faire le mieux possible pour la vie quotidienne des Français. C'était son choix. Et il est resté journaliste au Petit Parisien en s'occupant de politique étrangère. Et je pense qu'il n'aurait pas beaucoup été inquiété s'il n'avait pas écrit une phrase qui avait été repérée par le procureur, par le juge d'instruction chargé d'instruire son procès. C'est qu'il avait écrit dans un article. Il avait été en Roumanie, il avait adoré la Roumanie avant la guerre, et la Roumanie était sous le rouleau compresseur russe, et sur le fond russe, comme ça, il avait dit, en voyant la Roumanie, au pays de haute culture, même s'il était dirigé par un dictateur vraiment pro-nazi, il avait dit, pour sauver la Roumanie, il faut souhaiter la défaite des bolcheviks. Alors là, c'était la phrase impossible. Et les cours comme il n'était pas parti, lui, il était resté à Paris, les cours de justice étaient impitoyables. Hein. Surtout les communistes avaient pratiquement l'ordre de voter la mort à chaque fois. Donc il a écopé de 12 ans de travaux forcés. Alors ça a été ramené très vite à 4 ans, mais ça a été dur. Et moi, je suis né au moment où il a été arrêté quasiment. Il est venu me voir dans un petit village et il était arrêté le lendemain de la visite qu'il avait faite à sa femme qui m'avait mis au monde ce jour-là. Et donc mon père a été libéré quelques années plus tard, en 47, à la fin de l'année 47, et mon père ne parlait jamais de la guerre, de ces années d'incarcération à Clairvaux. Il ne voulait pas s'en plaindre, mais il ne voulait pas en parler. Voilà. Alors parfois j'entendais
dans ma famille, mon père qui par boutade disait « quand j'étais en pension aux frais du gouvernement », enfin c'était des circonlocutions comme ça, mais il n'en parlait pas, mais ça m'a marqué aussi, ce silence m'a marqué, et surtout sans que je le mesure bien à l'époque, hein. Il y avait cette chape de silence dont je n'ai pas souffert vraiment, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens que mes parents évoquaient, qui étaient des amis, mais qui ne le voyaient plus. Il y avait quand même quelque chose qui marquait. Alors, encore une fois, je n'ai pas souffert directement de cela. Indirectement parce qu'il y a des problèmes d'argent, mais ça n'était pas très grave. J'avais confiance dans mes parents et je suis jamais mort de faim, même si parfois il y avait une demi-pomme et pas une pomme au dîner, si ma mère faisait des hachis et pas de viande fraîche, etc. Ça, c'était pas grave, ça, c'est rien, j'en ai pas souffert. Mais ça a marqué mon enfance quand même profondément. Mais en même temps, ce que je peux dire aussi, j'espère que je ne choquerai pas vos auditeurs, c'est que ces combats qui ne sont pas les miens, bien sûr j'ai un jugement critique, je pense que mon père objectivement a eu tort, évidemment, mais j'ai aimé mon père. J'ai aimé profondément mon père, et mon père m'aimait, et j'ai eu une chance inouïe, et que tout le monde n'a pas, c'est d'avoir des parents qui s'entendaient bien, qui aimaient leurs enfants, et les enfants leur rendaient bien. Et ça, c'est une chance que j'ai eue, et quel que soit le passé de mon père, bien sûr, j'aurais aimé pouvoir dire, comme Victor Hugo, mon père, ce héros, etc. C'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, vous évoquez plein de choses dans ce livre. On apprend vraiment beaucoup de choses sur vous, sur l'époque. Et une passion qui est chère à Sud Radio, c'est le rugby. Ah oui. Ça, vous êtes un fan de Dylan et du rugby. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup. Oui, ça me touche beaucoup parce que voilà, j'ai pratiqué 2 sports intensément dans ma jeunesse. Un sport individuel, un sport qui était l'escrime. Et j'en parle aussi dans le livre. J'ai tout un long chapitre sur l'escrime et sur un fameux match que j'ai disputé. Le fleuret. Voilà, au fleuret. Et qui m'a confronté à quelqu'un qui faisait partie des riches, quoi, si je puis dire, dans l'imaginaire, du moins dans l'imaginaire, pardon, que je m'en faisais. Et le sport collectif qui était le rugby. Alors, j'ai aimé le rugby, où j'ai joué beaucoup, au Paris Université Club. Et puis surtout, c'était un point de complicité entre mon père et moi. Car nous allions, quand j'étais très jeune, on n'avait pas la télévision à la maison, et on allait chez des amis voir les matchs du tournoi des 5 nations. Et ces samedis d'hiver, de fin janvier, février, etc., où on allait tous les jeudis, rue de Vaugirard, je me souviens, chez un vieil ami de mon père qui avait la télévision, c'était ce qui nous rassemblait, lui et moi. Parce que mon frère aîné ne s'intéressait pas beaucoup au sport, les femmes, ce n'était pas leur domaine, jugeait-elle. Et donc, le rugby, c'est aussi pour moi des beaux souvenirs de complicité entre mon père, qui lui n'avait pas joué au rugby, parce qu'il avait une mère extrêmement possessive qui ne voulait pas que son fils se risquât dans des sports aussi brutaux à ses yeux. Et voilà, donc le rugby, et en effet, l'autre souvenir que vous évoquez, c'est... c'est quelque chose d'important, c'est que les 2 premières fois où j'ai acheté, les 2 premiers livres que j'ai achetés dans ma vie dans une librairie, j'avais 15 ans, et je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais eu la chance d'avoir beaucoup de livres dans la bibliothèque familiale, où j'allais dans des bibliothèques tout court, acheter des livres. Mais acheter des livres, c'est comme une sorte de manière de se déniaiser, si j'ose dire, intellectuellement parlant. Et je me souviendrai toute ma vie des 2 premiers livres que j'ai achetés dans une petite librairie très littéraire de Saint-Tropez. C'était exactement en 59, pardon. Oui, c'est ça, j'avais 14 ans. Et j'avais pas encore 15 ans. Et je me souviendrai toujours, et j'avais acheté L'Attrape-cœur de Salinger et un livre qui venait de paraître, qui s'appelait Le Grand Combat du 15 de France, de Denis Lalanne. Ce Denis Lalanne que je connaissais vaguement comme journaliste de l'Équipe, qui était un des journaux les mieux écrits à l'époque de la presse française, je dois le dire. Et ce Denis Lalanne avait rendu compte de la première tournée de l'équipe de France de rugby en Afrique du Sud, la première tournée qui jamais faite dans un autre hémisphère. Et j'avais été émerveillé par ce livre. Pour moi, c'était aussi beau que l'Iliade, quoi. C'était de la chanson de geste, etc. C'était formidable. Et des années plus tard, 30 ans, peut-être 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, j'ai fait la connaissance de Denis Lalanne, à qui
m'allier, une amitié trop tardive, mais vraiment chaleureuse. C'est vrai que le rugby est un point commun entre vous et Sud Radio, parce que nous sommes la station aussi du rugby. En tout cas, il y a bien d'autres souvenirs dans ce livre de Frédéric Vitoux. Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers chez Grasset. Merci de vous être livré, merci d'avoir participé à ces clés d'une vie. Et vous revenez quand vous voulez, car sur Sud Radio comme vous, nous parlons vrai avec la mémoire. C'était un plaisir de parler avec vous, merci. Merci, dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.